j'avais fait des bonnes études de langue française, comme Sédar Senghor, je saurais peut-être, si je savais parler français comme Aimé Césaire, je saurais peut-être l'explication du mot conjoncture. Conjoncture, crise économique, c'est la sécheresse des manques. Conjoncture, crise économique, c'est la sécheresse des manques. L'impôt, toujours l'impôt. Le sujet restera à la fois vieux et actuel aussi longtemps qu'il est la source même de la vie des États. Point de possibilité pour l'État de subvenir à ses devoirs régaliens sans résultat probant en termes de collecte des recettes fiscales. Malheureusement, au fil des années, ici comme ailleurs, l'impôt s'impose comme un sujet qui suscite des débats tant dans ses principales composantes que sur sa façon d'être collecté et telle qu'il est géré. Après la fiscalité, levier pour l'émergence des pays africains, de la zone franc, le cas du Cameroun, l'invité de Conjoncture édition de ce lundi vient de commettre un essai de 326 pages intitulé « Sauvons l'impôt pour préserver l'État ». Bonsoir Alain Symphorien Zanabilo. Bonsoir Luc, bienvenue Onana. Merci d'avoir honoré de votre présence notre invitation. C'est moi qui vous remercie de vous intéresser aux questions de fiscalité et de développement. Nous revenons à vous tout à l'heure, le temps pour Claire-Paul Thomond de faire le tour de quelques faits saillants de l'actualité économique et financière de la semaine écoulée au Cameroun. Bonsoir Claire-Paul. Bonsoir Luc, bienvenue. Commençons par cette visite d'inspection du ministre des Transports sur le site de la plateforme aéroportuaire de Douala samedi dernier. Une visite qui s'est achevée sur l'engagement du gouvernement à corriger à court et moyen terme les manquements observés et relevés par les compagnies aériennes qui desservent cette plateforme aéroportuaire. Tournant décisif pour le projet de bitumage de la Ring Road, la nationale numéro 11. Les partenaires techniques et financiers, en tête desquels la Banque africaine de développement, se sont engagés à accompagner le Cameroun dans la réalisation de ce projet intégrateur. C'était jeudi dernier au cours d'une concertation présidée par le ministre des Travaux publics, Emmanuel Ngannou-Djoumessi. Également dans l'actualité de la semaine écoulée, cette audience au Palais de l'Unité, mardi dernier. Le ministre secrétaire général de la présidence de la République, au nom du chef de l'État, a reçu le président de l'association économique germano-africaine. Ferdinand Ngongo et Stéphane Liebing ont parlé de l'appui multiforme de l'Allemagne au Cameroun. Les grands projets structurants de la bande côtière Kribi-Campo et leur impact sur les populations autochtones étaient au cœur du forum d'échange qui vient de se tenir à Kribi. Il était question de faire un état des lieux sur la prise en compte des intérêts et des droits des populations autochtones. Autre fait majeur, la rentrée économique. L'événement s'est déroulé à Douala. Point saillant, la concertation entre le ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, Louis-Paul Motazé et les acteurs du secteur privé. La rencontre a permis au secteur privé de ne pas perdre de vue son rôle dans l'amélioration de la croissance. Plus d'1 milliard de francs CFA, c'est le montant d'une convention de partenariat entre le ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire et la communauté des commerçants, industriels, miniers et artisans du Cameroun. C'était à Douala au terme de la visite de travail de 2 jours du ministre Louis-Paul Motazé. Le plan directeur d'industrialisation du Cameroun est désormais disponible. Le document sur lequel repose la vision et la stratégie gouvernementale pour la relance industrielle du pays a fait l'objet d'une vulgarisation pour une bonne appropriation par les acteurs du secteur privé. C'était à la faveur d'une rencontre mercredi dernier au siège de l'Agence nationale des zones franches industrielles de Douala. Cérémonie présidée par le ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique, Ernest Ngwaboubou. Agriculture, les acteurs de la filière manioc étaient en conclave la semaine dernière à Yaoundé. Il s'agissait de finaliser le processus de mise en place de la chaîne de valeur de production, de transformation et de commercialisation du manioc et de ses produits dérivés.
La ministre déléguée auprès du ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Clémentine Ananga-Messina, a encouragé les acteurs de la filière à contribuer efficacement à l'autosuffisance alimentaire du pays. Les producteurs du cacao et du café de la région du Sud, outillés pour améliorer davantage leur rendement. Ils viennent de participer à une session de formation initiée par le ministre de l'Agriculture et du Développement rural. C'était à Ebolova. Pour terminer, de la viande de qualité et bien conservée. L'entrepôt frigorifique de Yaoundé fonctionnel et opérationnel suite au transfert mardi dernier de ses équipements à la Société de développement et d'exploitation animale. C'était au cours d'une cérémonie présidée par le ministre de l'Élevage, des Pêches et des Industries animales, Dr Taïga. C'était là quelques faits saillants de l'actualité économique des 7 derniers jours au Cameroun. Merci Claire Paul et à lundi. L'équipe qui vous sert est composée de Roland Nchaka et Yannick Ayangma à la post-production. Au microphone, je suis Luc Bienvenu au Nana. Mesdames et messieurs, la suite de conjoncture, c'est tout de suite après cette ponctuation. Alain Symphorien Djanabilo, une fois encore, bonsoir. Bonsoir Luc, bienvenue au Nana. Vous venez de commettre, nous l'avions dit il y a peu, un essai aux éditions du Panthéon sous le titre « Sauvons l'impôt pour préserver l'État ». Qu'est-ce qui ne va pas avec l'impôt pour que vous alliez jusqu'à un cri de cœur? C'est un cri de ralliement, c'est peut-être un cri de détresse, en fait parce que l'impôt est encerclé par un certain nombre d'ennemis qui ne veulent que sa fin. Or, comme vous l'avez dit, l'impôt est la principale ressource des revenus de l'État. C'est l'impôt qui permet à l'État de mobiliser les ressources, la principale ressource qui lui permet de couvrir ses dépenses et d'impulser le développement d'un pays en procédant à des investissements lourds. Donc, aujourd'hui, on observe de par le monde, au Cameroun comme partout dans le monde entier, que tous les États du monde ont des difficultés à mobiliser cette ressource. C'est pour ça qu'on parle globalement de l'érosion du pouvoir fiscal de l'État dans le monde entier. L'impôt est une contribution pécuniaire que l'État requiert des particuliers, des personnes morales, des personnes physiques par voie d'autorité sans contrepartie en vue de la couverture des dépenses publiques. Ça, c'est la définition la plus simple de l'impôt. Concrètement, il s'agit de quoi? Ceux qui nous écoutent dans l'arrière-pays voudraient concrètement comprendre. L'impôt, c'est quoi? Comme chaque organisation sociale, l'État a des charges à supporter. Vous prenez l'organisation sociale la plus basique, un club de 2-0 ou une association a besoin des ressources pour réaliser ses missions. Et pour que l'État réalise les siens, l'État a besoin de ressources pour le faire. Donc la principale ressource dans le monde entier reste l'impôt, qui est d'ailleurs associé à la création même de l'État. Lorsqu'il n'y a pas d'impôt, il n'y a pas d'État, il n'y a pas d'État, il n'y a pas d'impôt. Donc c'est une contribution financière que l'État requiert des citoyens, des entreprises, pour pouvoir procéder à la couverture de ces charges. Pour vous expliquer globalement par rapport à une expression qu'on utilise généralement, qu'on appelle taux de pression fiscale, il faut dire que l'impôt est collecté sur la richesse créée dans une économie. Et lorsque cette économie a créé une richesse, l'État se réserve une part qu'on appelle impôt, qui lui permet donc de couvrir ses charges, d'impulser le développement, d'assurer la sécurité, la santé, l'éducation et d'assurer toutes les missions qui sont liées à sa création. Alors, est-ce que cette contribution dont vous faites allusion est facilement acceptée par les différents citoyens, les acteurs économiques? Elle n'est pas facilement acceptée, c'est pour ça qu'on parle de l'érosion du pouvoir fiscal de l'État, parce que les citoyens de par le monde multiplient d'adresses pour inventer des moyens qui leur permettent d'échapper à l'impôt. Donc l'impôt n'est pas facilement accepté et c'est pour ça que les États ont de plus en plus de difficultés dans le monde à se procurer cette ressource vitale. À vous entendre parler de l'impôt, on est en droit de croire qu'il est d'une utilité vitale pour l'État. Oui, je dis toujours que l'impôt est pour l'État, c'est que le sang est pour le corps humain. Vous imaginez, quand vous n'avez plus assez de sang dans le corps, vous ne pouvez pas vous en sortir, vous pouvez même en mourir. Donc l'État a besoin de cette ressource pour être viable, pour avoir suffisamment de moyens lui permettant d'assurer déjà les charges régulières, communes, et aussi d'intervenir en cas de difficulté, comme en ce moment avec les problèmes sécuritaires que le Cameroun connaît. Si l'État n'avait pas de ressources, il ne pourrait pas agir efficacement. On va pousser le propos jusqu'à dire pas d'impôt, pas d'État. Vous nous le permettez, Alain Symphorien? S'il n'y a pas d'impôt, il n'y a pas d'État. L'impôt est effectivement associé à la naissance même de l'État. J'aime parler souvent d'un auteur qui est l'un des meilleurs spécialistes de la sociogenèse de l'État.
il s'appelle Norbert Elias, qui a expliqué qu'il y a 2 monopoles qui sont associés à la naissance de l'État, le monopole fiscal et le monopole militaire, c'est-à-dire l'État est autorisé à mobiliser la force publique pour assurer la sécurité de ses populations et l'État est également le monopole de la collecte de l'impôt qui lui permet d'avoir des ressources pour intervenir dans tous ces domaines. Revenons sur votre livre dans lequel vous remontez le cours de l'histoire que vous opposez à la réalité actuelle qui invite à ce que l'on tranche vite, très vite même, avec un certain nombre de consensus internationaux sur des problèmes que connaît l'impôt aujourd'hui. Le nœud ici, c'est quoi? Le problème ici, c'est le problème de la coopération internationale en matière de fiscalité. Vous savez, les États ont créé plusieurs organisations dans le monde pour pouvoir faire face aux difficultés, aux problèmes qui sont en fait d'ordre commun dans le monde. Les États font face aux difficultés qu'aucun État ne peut seul régler aujourd'hui. C'est pour ça qu'on parle de la coopération internationale en matière de fiscalité. Et mon ouvrage tourne essentiellement autour de cette question parce que je me suis rendu compte que cette coopération n'est pas aussi forte que dans certains domaines comme la sécurité. Elle est lâche, elle est un peu désarticulée, de telle sorte qu'il n'y a pas une coordination internationale pour ce qui est de la collecte de l'impôt. C'est pour ça que vous avez des juridictions fiscales comme ce qu'on appelle globalement les paradis fiscaux qui prospèrent dans le monde, au vu au sud de tout le monde, des entreprises multinationales qui ne paient pas l'impôt comme il faut le payer ou à l'endroit où il faut le payer. Sur la route dans laquelle vous nous conduisez, il n'y a pas que les pays en développement qui se retrouvent face aux feux jaunes. Vous parlez également de ceux des économies confirmées. Oui, bien sûr. Je vous dis, tous les États du monde sont confrontés au problème de l'érosion du pouvoir fiscal de l'État. Que ce soit les États-Unis, la France, tous les pays du monde. Sauf que ce problème, les pays en voie de développement le sont encore plus, déjà parce qu'ils ont encore besoin de beaucoup de ressources pour se développer. Et vous verrez, les 2 principaux sujets qui sont abordés lors des rencontres internationales, c'est fiscalité, sécurité. Si vous avez suivi le dernier sommet de Davos, le président Macron n'a fait que parler de ça. Il dit, si les États continuent à faire la concurrence fiscale telle qu'ils le font aujourd'hui, le monde sera énormément en difficulté. Et après, il s'est adressé aux grands présidents des multinationales qui étaient dans la salle pour leur dire, vous ne pouvez pas continuer à faire l'optimisation fiscale comme vous le faites. Donc, c'est pour dire que la cote d'alerte est atteinte. Votre doigt qui accuse est pointé sur les paradis fiscaux qui, selon vous, aggraveraient la situation de la fiscalité. Alors, qu'est-ce qu'on entend par paradis fiscaux? Les paradis fiscaux aujourd'hui déjà posent un problème de définition parce que, à la limite, chaque État a sa définition. En ce qui concerne la législation camerounaise, le Code général des impôts considère comme paradis fiscaux un pays dans lequel le taux d'imposition des revenus des personnes physiques ou des sociétés est inférieur au tiers du taux applicable au Cameroun. Ce taux d'imposition étant de 33%, vous faites le tiers, vous allez voir que pour le Cameroun est considéré comme paradis fiscaux une juridiction fiscale qui a un taux d'imposition des revenus des personnes physiques et des sociétés inférieur à 11%. Pour ce qui est du Cameroun, on peut dire que le Cameroun respecte ces taux-là? Il ne revient pas au Cameroun de respecter en fait ces taux. Le problème du Cameroun, c'est d'observer de par le monde s'il y a certains contribuables qui devraient payer l'impôt au Cameroun, qui vont s'abriter dans cette juridiction fiscale et de pouvoir les redresser localement en estimant qu'ils sont imposés dans un paradis fiscal. Alors, vous revenez également dans votre ouvrage sur ces stratagèmes mis en place par les contribuables. Vous avez parlé tout à l'heure des paradis. Il y a également des évasions, des exodes, des inversions, des expatriations, des fraudes et optimisations. Est-ce que dans ce vaste champ-là, il est vraiment possible qu'un pays comme le Cameroun puisse s'en sortir? Vous voyez vous-même, comme par rapport à la question que vous m'avez posée tout à l'heure, que l'impôt a effectivement beaucoup d'ennemis. Il est effectivement difficile pour un pays comme le Cameroun de s'en sortir avec autant de méthodes mises en place pour éviter l'impôt. Aujourd'hui, l'être humain est capable de changer des résidences tout simplement pour payer moins d'impôts, de changer de nationalité pour payer moins d'impôts. Et nous observons dans un pays comme le Cameroun de plus en plus que la plupart des sociétés multinationales qui évoluent au Cameroun, comme dans l'ensemble de l'Afrique au sud du Sahara, sont américaines, européennes ou asiatiques. Et toutes ces multinationales s'arrangent toujours à avoir une filiale dans un ou plusieurs paradis fiscaux qui leur permettent de transférer le bénéfice sur les opérations réalisées au Cameroun dans ces juridictions fiscales où visiblement on ne paye pas d'impôts. Donc, le Cameroun fait face à ce phénomène d'érosion du pouvoir fiscal avec la fraude fiscale, l'optimisation fiscale. On a déjà parlé de paradis fiscaux. Nous avons le secteur informel qui pose déjà un problème, je crois 40% au Cameroun. Et avec tous ces éléments, on comprend pourquoi le taux de pression fiscale au Cameroun est
assez faible, je dirais. Parce qu'en 2015, il était de 16%, en 2016, il est passé à 15%. Or, tous les experts sont d'avis que pour qu'un pays ait des moyens lui permettant d'impulser le développement, il faut que le taux de pression fiscale soit d'au moins 25%. C'est vrai ce que vous dites, mais est-ce que dans vos études, vous avez pris en compte quand même que on ne peut pas demander aux impôts à des gens qui sont pauvres? Non, la législation fiscale prend toujours en considération la situation individuelle de chaque personne. Peut-être que j'ai oublié dans ma définition de l'impôt tout à l'heure, c'est-à-dire cette contribution est demandée à chaque citoyen en fonction de sa capacité contributive. On ne va pas vous demander de payer le même montant d'impôt qu'un milliardaire, c'est pas possible. Donc, chacun doit contribuer dans la limite de sa capacité contributive, dans la limite de ses moyens. Ceux qui n'en ont pas assez, il arrive même que l'État ne leur demande pas de payer l'impôt. Alain Symphorien Djanabiloa, il se dit chaque jour que trop d'impôts tue l'impôt. Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'à force de vouloir faire pression, on pourrait se retrouver dans une situation plutôt regrettable? Trop d'impôts tue l'impôt, c'est une vieille maxime, mais je dirais qu'elle ne peut pas encore s'appliquer au Cameroun pour l'instant, parce que je vous ai donné un élément. Le taux de pression fiscale au Cameroun tourne autour de 15 et 16%, ce qui est suffisamment bas. Et je vous ai dit, en fait, c'est la valeur relative des prélèvements obligatoires sur la richesse créée dans une économie. À 15%, l'État n'a même pas suffisamment de moyens pour assumer ces charges. Donc, on ne peut pas encore dire au Cameroun qu'il y a trop d'impôts. Ça veut dire qu'on devrait encore élargir l'assiette? Oui, tout le travail doit être fait au niveau de l'élargissement de l'assiette. C'est l'ensemble des mesures qui permettent à l'État de ramener toutes les personnes qui sont supposées payer l'impôt au niveau de l'assiette, ça qu'on appelle l'assiette, ou de ramener toutes les opérations qui peuvent générer l'impôt dans l'assiette. Donc, quand on parle d'élargissement de l'assiette, c'est justement parce qu'on se rend compte qu'il y en a qui ne sont pas dans cette assiette-là. Cette assiette fiscale qui est la part de la richesse créée dans une économie sur laquelle l'État décide de prélever l'impôt. Quand on a parlé tout à l'heure de l'économie informelle justement n'est pas dans cette assiette. Or, il y a des gros revenus qui sont engrangés par les opérateurs qui travaillent dans le secteur informel. Tous ne sont pas toujours riches, mais là-dedans, il y a des personnes qui réalisent des activités importantes, mais qui vont s'abriter dans ce secteur informel afin d'éviter de payer l'impôt. Et c'est ça qui donne l'impression à ceux qui sont dans le secteur informel de croire qu'ils sont surimposés. Or, je vous dis... Vous avez quand même attiré l'attention des autorités. Un travail devrait être fait en amont par rapport à l'informel. Oui, dans mon premier ouvrage, j'ai suffisamment insisté sur la question parce que il faut lutter contre le secteur informel qui crée une injustice fiscale. Parce que vous avez là-dedans des gens qui sont supposés contribuer, qui ne contribuent pas, mais profitent des efforts que l'État fait avec les contributions des autres. Depuis quelques années, le Cameroun est sur la décentralisation avec la mise sur pied, le fonctionnement des collectivités territoriales, en l'occurrence les communes. Et en ce qui concerne la fiscalité, il y a une fiscalité qui est prélevée au niveau national et une autre qui est prélevée au niveau local. Est-ce que, mis côte à côte, ces deux niveaux ne pourraient pas créer un déficit au niveau des recettes ? Le taux de pression fiscale que je vous ai donné tout à l'heure concerne en fait l'ensemble des recettes fiscales, que ce soit celles qui profitent à l'État seul ou celles qui profitent aux collectivités territoriales décentralisées. Quand vous prenez le Code général des impôts, il y a une partie du Code général des impôts qui est consacrée à ce qu'on appelle la fiscalité locale, c'est-à-dire les recettes fiscales qui doivent revenir aux collectivités territoriales décentralisées. Là-dedans, vous avez des recettes qui continuent à être prélevées par l'État lui-même avant d'être reversées aux collectivités territoriales décentralisées et une infime partie des recettes qui est directement prélevée par les collectivités territoriales décentralisées, notamment, vous voyez, la fiscalité des marchés, elle est faite directement par les communes. Est-ce qu'elle est infime? Je ne pense pas qu'elle produit déjà ce qui est attendu. Mais elle pourrait quand même apporter quelque chose dans le devoir régalien de l'État. Elle pourrait d'ailleurs apporter beaucoup de choses. C'est pour ça qu'il est important de sensibiliser les maires, les autorités locales. C'est-à-dire que la loi leur donne une marge de manœuvre pour pouvoir mettre en place certaines taxes sur le plan local. Et il faut donc que les maires soient ingénieux en fonction de la situation locale, du contexte local de chaque commune. Le maire doit pouvoir collecter le maximum de ressources locales possibles. Vous voyez par exemple les communes qui ont la chance d'avoir des carrières dans leur territoire. Elles ont plus de chances que des communes, par exemple, qui n'ont rien dans leur territoire. Donc, c'est à ce niveau que le maire doit être quand même un peu proactif, un peu inventif pour maximiser la collecte des ressources fiscales sur le plan local. Est-ce que la position des contribuables ne serait pas due au fait que
Parfois, ils contribuent, malheureusement, ces recettes tombent dans les poches, autant le dire, des individus. C'est possible, c'est un problème mondial. On a même suivi des citoyens crier à haute voix. C'est possible. Dans la collecte de l'État, il y a 3 acteurs qui sont concernés. Vous avez l'État qui est le bénéficiaire, vous avez l'inspecteur des impôts, le contrôleur des impôts qui est le collecteur de l'impôt, et vous avez le contribuable. Il peut arriver que le contribuable et l'agent du fisc s'entendent au détriment de l'État. Ça peut arriver. Et de par le monde, il y a des mesures qui sont prises pour essayer de lutter contre ces phénomènes de corruption ou de concussion. Là, il y a le Code général des impôts qui prévoit des sanctions. Il y a maintenant le Code pénal qui prévoit également des sanctions. C'est un aspect important parce que, je le dis toujours, l'impôt lui-même doit faire son propre marketing, sa propre action commerciale. Si les citoyens voient ce qui est réalisé avec ce qu'ils apportent comme contribution, ils seront encore plus aptes, plus disposés à contribuer le maximum possible. C'est pour ça que le gouvernement travaille sur tous ces plans généralement, c'est-à-dire optimaliser la collecte des ressources fiscales, mais également sécuriser la gestion de ces ressources pour qu'il n'y ait pas de déperdition. Et je crois que vous suivez ce qui se passe depuis un certain temps avec l'opération Épervier et des contrôles qui sont lancés de part. Mais ça ne décourage pas toujours, hein? Il y a toujours des brebis galeuses. Continuons sur cet attrait par rapport au discours des pouvoirs publics. Est-ce que dans votre ouvrage, vous avez pu faire allusion à ce qu'il faudrait davantage communiquer auprès des citoyens? C'est la mission que je me suis donnée d'abord moi-même. Parce que justement, je me suis rendu compte qu'il y a un déficit de communication. Donc, mes ouvrages ont d'abord un aspect pédagogique à l'endroit à la fois des contribuables et des agents du fisc et du gouvernement. Parce que on a l'impression que les gens ne savent pas toujours pourquoi ils doivent faire telle chose. C'est facile de dire nul n'est censé ignorer la loi, mais la loi fiscale est d'une complexité telle que de par le monde, les contribuables ne s'y retrouvent toujours pas. Alors, il faut revenir sur une pédagogie simple en expliquant aux uns et aux autres quels sont les enjeux, pourquoi il faut payer l'impôt, qu'est-ce qu'on en fait et continuer sur le terrain de la réalisation. Donc ça, c'est la mission que je me suis donnée. C'est pour ça que j'essaie de publier ces ouvrages pour que tout le monde prenne conscience des enjeux. Il y a un responsable du ministère des Finances qui m'a demandé, en lisant le titre, si l'impôt est en danger. Je crois qu'il trouvera la réponse lui-même en lisant l'ouvrage. Le titre que j'ai adopté, il peut paraître provocateur pour ceux qui ne veulent justement pas payer l'impôt. Mais en fait, il est évocateur parce que pour moi, il était question de marquer les esprits, de leur dire faites attention. Parce que si l'État n'a pas d'impôt, si l'État n'a pas cette ressource, il peut en mourir et nous tous, nous en subirons les conséquences. Nous avons parcouru votre œuvre de long en large. Nous n'avons vu nulle part où vous aviez fait, parlant des consensus internationaux, vous avez fait allusion, par exemple, de l'accord de partenariat économique, qui n'a pas moins d'incidence sur la fiscalité, selon une certaine opinion. L'accord de partenariat économique concerne essentiellement les droits de douane. C'est-à-dire, désormais, certains produits que le Cameroun va importer de l'Union européenne ne vont pas supporter les droits de douane. Mais en réalité, cet accord va dans le sens d'une autre organisation internationale qui est l'Organisation mondiale du commerce. Il ne devrait pas avoir trop d'impact parce qu'en fait, l'OMC est pour le démantèlement des barrières douanières et encourage les États à mobiliser plutôt les ressources fiscales internes. Et personnellement, je suis également dans cette logique parce que l'État a encore tellement de marge de manœuvre sur le plan interne que pour un début, je ne pense pas que les accords de partenariat économique soient aussi désastreux. Mais il faut encore que l'État prenne conscience du fait que, à partir du moment où les recettes qui étaient collectées au niveau de la douane ne le seront plus, il faut mettre l'accent sur la collecte des ressources fiscales interne. Donc, les accords de partenariat économique ne concernent pas mon champ d'investigation parce que, en fait, il s'agit des avantages que un État ou un groupe d'États s'accorde pour faciliter le commerce entre les deux parties. C'est vrai qu'il y a un incident sur le plan fiscal, mais ce n'est pas cet incident sur le plan fiscal qui est la cause de l'érosion du pouvoir fiscal de l'État. S'il y a une barrière étanche entre la fiscalité au sens de l'impôt et la fiscalité au sens de la douane. Tout cela s'appelle fiscalité. Il s'agit des prélèvements obligatoires qu'un État met en place. Il y a la fiscalité de porte et il y a la fiscalité intérieure. Ça pourrait donc, quoi qu'on dise, avoir des incidences. Oui, mais encore une fois de plus, il y aura une incidence sur le pouvoir fiscal de l'État camerounais, mais c'est une incidence voulue. Moi, je parle des raisons du pouvoir fiscal de l'État organisé par les contribuables qui ne veulent pas payer l'impôt. Là, c'est l'État lui-même qui a décidé de renoncer aux droits de douane.
Et ce n'est pas seulement aux droits de douane que l'État, même quand vous lisez le Code général des impôts, l'État renonce lui-même à collecter les impôts sur certaines opérations. Quand vous entendez parler de l'exonération, l'État renonce également à collecter l'impôt sur certains revenus. Au niveau des revenus salariaux, par exemple, quand vous gagnez moins de 62 000 francs, vous ne payez pas d'impôt. Donc ça ne rentre pas dans les raisons du pouvoir fiscal de l'État parce que c'est l'État qui volontairement l'a concédé. On va bientôt sortir. Qu'est-ce que vous proposez dans votre ouvrage? Vous avez quand même étalé un certain nombre de propositions. La plus grande, c'est laquelle? La première et la plus grande proposition, c'est la réforme du système fiscal international. Il faut dire que le Cameroun ne vit pas dans un monde isolé. Tous les pays au jour d'aujourd'hui sont inscrits dans une logique de coopération internationale. Ce qui fait que les États, au jour d'aujourd'hui, il y a une concurrence fiscale effrénée. C'est-à-dire, chaque État propose le moins-disant fiscal pour attirer le maximum d'investisseurs possible. Et les pays comme le Cameroun ne peuvent pas s'en sortir dans ce jeu. Nous ne pouvons pas encore nous permettre de baisser notre taux d'imposition à un niveau. C'est à ce jeu que jouent les paradis fiscaux. C'est à ce jeu que se prennent même certains États développés. Tout récemment, encore en décembre, les États-Unis ont baissé leur taux d'imposition des sociétés de 35% à 21%. Donc cette concurrence fiscale effrénée devait être réglementée, tout comme les paradis fiscaux, tout comme les régimes fiscaux dommageables, tout comme aujourd'hui des secteurs économiques qui posent problème aux administrations fiscales, l'économie numérique. L'économie numérique est le secteur économique qui génère les plus gros revenus dans le monde aujourd'hui avec les Google, Apple, Facebook et autres. Mais c'est justement ces entreprises de l'économie numérique qui ne payent pas suffisamment d'impôts. Tout simplement parce que leur modèle économique ne correspond pas aux paradigmes fiscaux qui avaient été arrêtés sur le plan fiscal international. Parce qu'il faut le dire, pour qu'une entreprise soit imposée dans un État, il faut que cette entreprise y soit présente physiquement, c'est-à-dire par des installations, des actifs, le personnel ou un représentant. Or, aujourd'hui, justement, avec l'économie numérique et la mondialisation, vous avez des entreprises qui font des affaires partout dans le monde sans y être installées. Il suffit d'avoir la connexion Internet 3 ou 4G, d'avoir un smartphone, d'être dans un réseau et vous achetez tranquillement en France sans que les revenus générés dans ce pays ne soient imposés parce que, à la limite, justement, l'un des problèmes que pose l'économie numérique, le problème de localisation. Quand vous entrez de temps en temps dans Google, vous voyez Google Cameroun. Où est Google Cameroun? On peut vous afficher ça depuis l'Irlande où Google fait le maximum de ses affaires. Alors, le deuxième levier sur lequel on devait appuyer? La réforme du système fiscal international va régler beaucoup de problèmes parce qu'elle va permettre de redéfinir les critères d'allégeance des entreprises aux États et régler surtout le problème de l'imposition des multinationales. Vous savez, les multinationales ont cette propension en voulant toujours transférer leurs résultats des pays où la fiscalité est élevée vers les pays où la fiscalité n'est pas élevée, où elle n'existe pas du tout. Et surtout, les pays dans lesquels ces multinationales n'ont pas d'activité substantielle. C'est justement une société écran, une société boîte aux lettres qui ne fonctionne que pour siphonner le bénéfice du Cameroun, par exemple, pour ce pays, pour ne pas payer l'impôt au Cameroun. Donc, la réforme du système fiscal international va permettre de régler beaucoup de problèmes. Elle va également réduire les espaces qu'il y a entre les législations fiscales qui font que les contribuables passent par entre les mailles et trompent tous les États. Chaque État a l'impression qu'il est imposé de l'autre côté, alors que de l'autre côté, on pense qu'il est imposé au Cameroun et finalement, le contribuable n'est imposé nulle part. Jamais de 203, on va terminer par la troisième proposition et la dernière. La dernière proposition, en ce qui concerne les régions du pouvoir fiscal de l'État, vous avez fait allusion à ça. Là, je parle aux autorités camerounaises. Il faut beaucoup communiquer, présenter les enjeux aux contribuables. Nous avons réussi l'exploit de ne parler du taux de pression fiscale au Cameroun qu'au sens péjoratif, alors qu'il y a une bonne pression fiscale, c'est-à-dire un niveau de pression fiscale qui, lorsqu'il n'est pas atteint, nous devons nous sentir tous concernés, nous devons tous en rougir. Lorsqu'on dit que le taux de pression fiscale au Cameroun est de 16%, personne ne devrait être à l'aise avec ça. Ça veut dire que l'administration fiscale ne travaille pas suffisamment. Pour moi, c'est sur la base de l'évolution du taux de pression fiscale qu'on devait juger la performance de l'administration fiscale et non le reste. Alain Séphorin Djanabiloa, nous allons donc nous séparer, certainement avec la peur dans le ventre, la peur de ce que l'impôt est en train de mourir au Cameroun. Non, il n'est pas encore question d'avoir peur, mais il faut tout simplement que tout le monde soit sensibilisé, que tout le monde sache à quoi sert l'impôt, que tout le monde sache que s'il n'y a pas d'impôt, il n'y a pas d'État. Si l'administration fiscale ne réussit pas à collecter l'impôt, il n'y aura pas de développement. C'est ici que s'achève Conjoncture de ce lundi. Monsieur, merci d'avoir accepté d'être avec nous dans l'espace conjoncturel de la Radio Nationale du Cameroun. C'est moi qui vous remercie. Si je pouvais devenir un jour grand économiste, comme M. Jacques Delors ou M. Raymond Barre, je chercherai la solution pour stopper cette crise.
vraiment mes amis, mais je n'y peux rien. Conjoncture, crise économique, c'est la sécheresse des banques. Conjoncture, crise économique.